Eric, tu vas bien? Salut! Salut! Bon, je suis hyper content que tu aies accepté de commencer cette série de vidéos que je vais faire. Mhm. J'ai sélectionné des experts francophones en priorité pour me parler de la façon dont ils génèrent du trafic, ils génèrent une audience. Donc j'ai tout de suite pensé à toi, vu l'audience monstrueuse que tu fais sur le web français. Et puis aussi pour me parler de ton système et Mhm. de tes techniques pour générer des prospects et générer des clients, qui est, tu sais, la thématique que moi je privilégie sur mon blog. Donc je vais essayer avec toi de voir comment tu t'y prends et Mhm. puis de te laisser parler sur ton histoire, sur ton parcours. Alors, je vais te laisser commencer en te présentant, en nous disant finalement ce que tu fais, ton site et les objectifs que tu poursuis avec ton site Conseil Marketing. En fait, c'est simple, hein. Le site, en fait, il a été créé il y a pas loin de 10 ans, en fait, hein. C'était en 2008. À l'époque, en fait, je voulais monter une start-up avec des potes. Et donc, comme on habitait tous dans des endroits différents à Paris, et donc, moi, on allait d'un appart à l'autre, et on avait des sessions de travail comme ça régulièrement en semaine et en week-end. Et donc, moi, je m'occupais de la partie marketing, mes deux autres potes du développement. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le site n'a jamais vu le jour parce que tu connais les développeurs, ils sont perfectionnistes. Chaque fois, il fallait tout refaire le monde. Et donc, voilà, on n'est jamais arrivé. Et moi, en attendant, je suis en train de préparer toute la stratégie marketing. Je notais en fait au début sur des feuilles, mais je me dis, merde, non, on va d'un appart à l'autre, il faut que j'ai un truc marqué où je sois disponible partout. Et j'ai commencé à noter en fait sur Blogger les idées, ce qu'on devait faire pour lancer le produit. Et puis en fait, la startup n'ayant jamais été créée, je me suis retrouvé avec un blog dédié pour la startup, donc c'était un blog sur le coaching, et puis mes notes qui étaient conseil marketing. Et puis après, donc j'ai été sur Blogger au départ, puis c'était il y a, comme je disais, il y a quasiment 10 ans. Il y a 10 ans en fait, même si tu faisais du contenu, bon c'était pas forcément génial, mais c'était un contenu à valeur, parce que si tu compares le contenu d'il y a 10 ans et le contenu de maintenant, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a vraiment un challenge, il y a du très bon contenu partout, mais à l'époque, tu vois, rien que faire un article, je sais pas, comment faire un mailing, comment faire une carte de visite de 500 mots, tu cartonnais quoi, parce que ça n'existait pas sur Internet, ou c'était pas visible. Et donc, voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis à l'époque, j'avais aussi une technique de promotion vachement agressive. J'utilisais beaucoup de LinkedIn, enfin de liens vers des sites web. J'utilisais beaucoup à l'époque, c'était des dig like, c'est-à-dire c'était tous euh, les sites comme Reddit, Dig, etc., StumbleUpon, qui permettaient en fait de créer beaucoup de liens, de pouvoir faire du buzz. Et j'avais même un petit accord avec quelques autres blogueurs pour se retweeter. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas à retweeter, mais pour se revaloriser un petit peu les news. Et donc, forcément, je remontais assez souvent. Et à l'époque, ça marchait pas mal. Maintenant, en fait, ça continue encore, hein, parce que, tu vois, là, cette année, j'ai arrêté parce que j'avais un peu d'autres priorités. Mais ce petit truc de faire un petit groupe, une meute, en fait, hein, ça marche très bien. Je l'ai fait pendant 1 an et demi avec des collègues marketeurs. Et donc, on avait comme stratégie de se relayer régulièrement des trucs. Enfin, toutes les semaines, en fait, on avait un groupe Facebook où on se postait en fait les trucs qu'on se relayait entre nous. Et ça nous a permis de faire grandir nos audiences parce qu'on était dans des audiences qui sont similaires: entrepreneuriat, coaching, web marketing. Et donc, ça nous a permis vraiment de booster nos trucs, parce que tu sais très bien que quand tu es sur LinkedIn, Twitter, etc., c'est important d'avoir un entraînement au départ et d'avoir pas mal de likes et de choses comme ça au départ. Donc, voilà ce qu'on faisait il y a 10 ans, on refait maintenant, mais avec d'autres outils. Voilà. Et de tout, toi, tu as commencé le blog réellement il y a combien de temps, tu m'as dit? Alors c'était en 2008, mais en fait, bon, faut être tout à fait honnête, en 2008, c'était quelques notes que je prenais, c'était pas génial. J'ai commencé, je pense, en 2010 peut-être. C'est quand j'ai sorti en fait ma première formation vidéo, c'est une des premières en France sur le blogging, où là j'ai commencé à faire des trucs un peu plus sérieux parce que fallait monétiser, il fallait montrer un peu l'exemple et tout ça. Et donc, j'ai peut-être ouvert le blog en 2006, tiens, je sais pas, faudra peut-être que je regarde mes stats officielles, c'est peut-être 2006. Et donc, ouais, donc on a confondé une des premières formations au blogging avec Boris Frenzel de ma boîte Carton, qui lui D'accord. vivait de ses blogs déjà depuis waouh, un paquet de temps. Parce qu'en fait, Boris est aussi dans la thématique du coaching. Et là, tu vois, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros qu'il fait.
Et il est sur le web depuis ouais, aussi 10 ans. Et il arrive à en vivre, il a 3-4 salariés. Et donc moi je faisais la partie B2B parce que c'est vraiment ce que je connais le plus. Et Boris faisait la partie B2C, comment en fait on peut gagner en vendant des e-books et des formations vidéo. Enfin c'était à l'époque, ça a bien changé depuis, mais c'était comme ça. Tu peux nous raconter un petit peu rapidement les grandes milestones, les grandes bornes qui ont jalonné ta stratégie de trafic, les grandes étapes qui, voilà, s'il y a eu des moments où tu as dépassé Bing 20 000, 40 000, et Ouais. aujourd'hui nous dire où à peu près où tu en es en termes de trafic par mois. Bah, en fait, c'est simple. Tu sais comme moi que Google a des paliers. En fait, tu débutes au début sur un site, tu feras 25 visites par jour, ensuite tu feras 50, ensuite tu feras 1000, etc., etc. Moi, pendant très longtemps, en fait, j'étais sur Blogueur parce qu'en fait, j'avais pas envie de me mettre sur la technique. Et puis, en fait, c'est Thierry Debarneau de Marketing Étudiant qui maintenant a une sacrée boîte et un beau business qui m'a dit, bah, attends, arrête, tu peux pas rester sur Blogger, allez, je te mets sur WordPress. Et donc, avec un de ses potes, en fait, ils m'ont créé un template sur mesure. Et puis, donc, je suis allé sur WordPress. Puis là, sur WordPress, c'était beaucoup plus facile, meilleur référencement. Et ça m'a permis vraiment de monter, faire la différence. Et après, donc, quand j'ai un petit peu volé de mes propres ailes, j'ai commencé à maîtriser un peu le site. Donc, la formation vidéo, je crois qu'elle date de 2009, quelque chose comme ça. C'était un premier départ parce que pendant très longtemps, j'ai fait la grosse erreur de tous les blogueurs qui débutent ou toutes les personnes qui débutent. J'avais pas de liste, je cherchais pas à faire des prospects. Et puis j'avais toujours, c'était Olivier Jasinski d'Euclid qui me disait, allez, regarde, t'as un super article qui s'appelle 100 conseils pour réussir sur Internet. C'est un bouquin, transforme-le en bouquin. Je dis, oh, allez, tu crois. Puis au bout d'un moment, je dis, bon, allez, d'accord, je le fais. Et c'est là en fait que j'ai commencé à avoir mes premiers vrais inscrits parce qu'avant j'avais juste une newsletter, mais la newsletter, tu sais, c'est pas valorisant. Et ça sert à, enfin, je dis pas que ça sert à rien, mais il y a encore quelques personnes parfois qui me demandent, mais vous n'avez pas de newsletter? Je dis, mais non, t'as qu'à t'inscrire sur une liste. Enfin, télécharge un bouquin, tu verras, tu seras sur une newsletter automatiquement. Voire plusieurs si tu si t'es gourmand et que tu télécharges plusieurs bonus. Voilà, donc c'est lui qui m'a dit, ouais, vas-y, fais-le. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'y pensais pas. Puis c'est là que j'ai commencé à pouvoir vraiment générer du trafic régulièrement, monétiser, etc. Donc ça, c'était la grosse période. Après, en fait, je pense qu'il y a à peu près 4-5 ans de ça, j'ai pris un poste en fait en web marketing. Parce qu'en fait, à la base, moi, je suis product manager, c'est mon vrai job. Et en fait, j'ai toujours fait les deux en parallèle, product manager et puis blogueur le soir ou le week-end. Alors, quand j'étais célibataire sans enfant, c'était plus facile, j'avais plus de temps. Maintenant que j'ai deux mômes, c'est un peu plus compliqué de gérer tout ça. Ça me prend à peu près 1 heure, 2 heures par jour. Et donc, Enfin, tu gères quand même pas trop mal. Parce ouais. que tu as un boulot, une famille, et je te vois produire des dizaines de contenus par mois, c'est quand même énorme. Bah, c'est une routine en fait. C'est plus tu as une routine, plus tu travailles. En fait, je discutais pas mal avec un gars en fait qui veut se lancer dans le blogging. En fait, il connaît pas mal de choses dans le domaine du commerce et il veut monter vraiment un blog de référence dans le domaine de la vente. Et donc c'est vrai qu'il me disait mais comment tu fais pour être si productif? En fait c'est simple, c'est comme en fait dans une machine, t'es poussé, t'as des échéances, puisqu'en fait je mets en place des partenariats, j'ai un calendrier éditorial, j'accepte de faire des choses. Et donc en fait quelque part en ayant une deadline derrière moi, ça m'aide beaucoup. Parce qu'en fait c'est le gros problème des indépendants, des freelances et des gens qui se lancent. En fait quand tu es dans une entreprise, t'as pas le choix, tu es dans une roue et tu es obligé de tourner parce qu'il y a ton boss derrière qui dit fais ci, fais ça, blablabla. Quand tu te retrouves freelance tout seul, et bien en fait tu te retrouves comme ça, merde, qu'est-ce que je fais? Et tu peux très facilement perdre ton temps et pas en fait faire, enfin je dis pas perdre ton temps, mais faire des choses mais qui ne vont pas faire avancer ton business et qui ne vont pas rapporter de l'argent. Et ça, c'était un de mes soucis parce que mon histoire, ça a toujours été très simple, hein. J'ai toujours été salarié. Puis à un moment, je dis, bon, allez, j'en ai marre, je pars. Et puis je bosse un peu. Et puis après, les gens me disent, non, mais on te voudrait à plein temps pour bosser pour nous parce que on a besoin d'avoir quelqu'un à 100%, blablabla. Puis après, je repars dans une dynamique. Et puis après, je me dis, oh, allez, j'en ai un peu marre, je change, etc. Donc, j'ai alterné souvent pas mal de jobs dans le product management. Parce qu'en fait, c'est vachement sympa parce que c'est pas comme le web marketing où tu t'es à générer des leads, faire du trafic, du contenu, tu es toujours un petit peu allé progresser et utiliser de nouvelles techniques. Quand tu es product manager, tu es plutôt à élever un produit comme si tu un petit enfant et puis à le faire grandir et à le défendre. Et c'est vrai que c'est assez sympa.
Par contre, ce qui est frustrant, c'est que tu restes uniquement dans la partie marketing en disant voilà les nouveautés, le marché, les argumentaires, tu fais des démos, des présentations et tout ça, et tu n'as pas du tout l'aspect génération de trafic, suivi des leads, etc., qui sont pour moi essentiels. Et c'est vrai que là, dans le job que j'occupe actuellement chez Locan, qui est une boîte qui fait des solutions de centre d'appel dans le cas de satisfaction, et ben en fait je fais un petit peu des deux puisqu'en fait je développe des produits qui sont pas forcément qui sont déjà assez matures et qui nécessitent pas d'avoir un gros effort R&D. Donc je fais quasiment 50%, ouais, pas 50% mais un tiers de web marketing et deux tiers de product management. Et avant, quand j'étais chez Effici, une boîte de CRM qui était en Belgique, je faisais 80% de web marketing et 20% de product management. Donc ça, c'est des jobs qui me plaisent assez parce qu'en fait, tu as à la fois le product management où tu as vraiment une offre, tu fais vivre une offre, et de l'autre côté, tu as le web marketing où c'est toi qui vas aller chercher les prospects. Voilà. Ok. Tu m'as pas dit où tu en étais en termes de trafic, si c'est pas indiscret aujourd'hui. J'ai pas d'indiscrétion possible, hein. Tu sais, tu as SimilarWeb et SEMrush qui te permettent en fait d'avoir déjà des indications assez proches en fait de ce que fait en fait un site en trafic. Alors pendant encore jusqu'à l'année dernière, en fait, je faisais largement plus de 10 000 visiteurs par jour. Le truc en fait, c'est qu'en février dernier, je me suis pris un taquet en fait de Google. Tout simplement, il a refait son algo et puis comme j'ai passé beaucoup de temps enfin beaucoup de temps. C'est pas non plus des jours et des jours et des jours, mais ça m'a pris pas mal de temps d'écrire mon bouquin, faire la promo, faire les relectures. En fait, je regardais plus trop mon trafic pendant un certain temps. Puis j'ai eu une deuxième fille en mars dernier et toute une série de choses qui sont arrivées derrière. Donc en fait, j'ai pas du tout regardé en fait mes stats pendant très longtemps. J'étais occupé pendant plusieurs mois à autre chose. Et donc à ce j'ai pas vu mon petit taquet qui m'avait foutu Google là. Pah. Et donc j'ai pu T'as mis un taquet ou c'est juste que tes contenus certains sont tombés de quelques places parce qu'ils étaient un peu vieux ou un peu voilà, exactement. dépassés. Ouais, parce que généralement, moi, ce que je fais, c'est que je remets à jour régulièrement mes vieux contenus, tu vois. Parce que c'est mes contenus stars, c'est mes contenus qui marchent le plus. Et là, en fait, je les avais pas mis un jour depuis longtemps. J'avais des liens brisés dedans. Il y avait des vieilles illustrations pas terribles. Voilà, c'est des trucs qui étaient un petit peu dépassés. Donc, d'habitude, je les réécris assez régulièrement. Et c'est ce qui a fait un petit peu le succès. J'en discutais aussi avec, par exemple, Olivier Jasinski, aussi pareil. Et il me disait, mais tu mets à jour tes vieux articles? Bah oui, j'ai mis à jour mes vieux articles. Mais mes vieux articles qui sont des stars, je les mets tout le temps à jour. Par exemple, j'ai une stratégie chaque année. J'ai toujours un pic de trafic au moment du premier de l'an et de Noël parce que j'ai un bon positionnement sur les résolutions de bonne année. Et ça fait 5 ou 10 ans que je suis dessus, cette thématique, et à chaque fois, j'ai une stratégie très simple. J'ai mon article star que j'ajoute, où j'ajoute du contenu, je remets à jour, je mets la date et tout ça. Et je crée d'autres contenus un petit peu annexes qui sont moins riches mais qui sont très riches et qui viennent pousser en fait parce qu'ils ont des liens vers ce contenu-là. Et je le retweet régulièrement, je change la date, je le mets en page et bam, ça lui permet en fait à chaque fois de générer un pic de trafic. Et tu le remets en homepage. Ah oui, je remets en homepage. Par exemple, si tu regardes maintenant mes derniers articles, comme tu dis, j'ai refait un travail sur mes vieux articles. Bon, malheureusement, j'ai attendu trop longtemps. J'ai attendu quasiment 6 mois, le temps d'avoir un peu de temps, d'attendre d'avoir les vacances. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Mais là, quasiment, là, je pense, pas la moitié, mais un tiers des articles qui sont en page sont des articles que j'ai écrits il y a parfois 5 ans, 6 ans ou 3 ans. En fait, j'ai refait le tour de mes vieux articles qui avaient fait des grosses chutes en positionnement et je les ai reboostés, je les ai réécrits. Parce qu'en fait, moi, ce que je constate en web marketing, c'est que des articles avant où tu fais du 500 mots, des choses comme ça marche plus. 1000 mots, c'est vraiment le minimum. Et par exemple, j'ai de temps en temps des gens qui me font du guest posting et je leur dis, de toute façon, moi, si tu veux écrire un article sur mon blog, c'est 1500 mots mini. Et là, mes fameux articles là, qui ont été shootés et que je suis en train de remettre d'aplomb, en fait, maintenant, je suis arrivé à des articles qui font entre 8000 et 10 000 mots. Ils faisaient entre 4000 et 5000 mots. Je les ai quasiment multipliés par 2, puis je fais un gros effort aussi pour envoyer du jus dessus avec d'autres articles, en faisant en fait des relais sur les médias sociaux. J'utilise Buffer, Swello, Ravival Post pour les rebalancer. Je fais également des envois sur ma news, des notifications via le navigateur, donc et bien sûr les médias sociaux de manière plus large, Twitter en particulier, qui permet de bien rebooster. Et là en fait je suis aussi en train de booster avec... Si je synthétise, Frédéric, finalement, pour les auditeurs là, donc tu as des contenus stars qui te rapportent, c'est des vaches à lait,
elles te rapportent 500, 1000, 2000, 3000 visiteurs par mois. Ils sont assez anciens, mais du coup, tu les remets à jour parce que c'est des contenus stars qui sont importants pour toi. Quand ils ont un peu de besoin de push, bah, tu mets des petits contenus autour voilà, qui vont faire un effet de pack de rugby. Et puis même, tu en as que tu pousses sur la home pour que Google il y refasse attention avec une petite mise à jour tous les ans pour rester au top. Ouais. J'ai bien résumé. Même parfois, c'est plus que tous les ans. Ça m'est arrivé pour certains articles. Par exemple, il y avait de nouvelles stats, nouveaux chiffres. Sur mes articles stars, je ne le fais pas sur les autres parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. Et ben en fait, là, hop, je fais une petite ajout, une petite modification. Mais c'est que pour mes, on va dire, 15 articles qui cartonnent. Voilà. En fait, il y a vraiment plus qu'une loi de Pareto, hein, parce que à un moment donné, j'étais un peu tombé sur la facilité. Je publiais beaucoup de vidéos, d'images, de machins et tout ça. Mais ça nuit en fait à la qualité du blog, à la perception des visiteurs. Et je sais que plein de gens me disaient, mais ouais, à l'époque, tu étais la référence, et puis après, c'était plus intéressant. Donc je fais vraiment maintenant très attention à ça. Parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup d'interviews, je faisais beaucoup de trucs un peu d'easy writing, et je tournais un petit peu en rond. Et c'est vrai que c'est un vrai problème maintenant, parce que la concurrence est tellement forte que tu peux plus te permettre de faire des articles trop merdiques. Ou alors il faut mettre de l'émotion, mais tu peux faire des articles un peu merdiques, mais c'est pas l'essentiel. Voilà. Alors après, il peut y avoir d'autres stratégies, hein. La stratégie totalement opposée, et je connais plein de gens qui réussissent avec cette stratégie-là, c'est qu'ils font plein de contenus, allez, gros, hein, on va dire 1500, 2000 mots. Ils font du contenu un peu pourrave qui sous-traitent ou du truc dans le genre. Et en fait, ils arrivent quand même à cartonner parce qu'ils se positionnent sur plein de mots-clés, qui poussent sur des articles stars qui sont de bons contenus. Et en fait, ça leur permet finalement d'aller capter du trafic. Donc, les deux stratégies se valent. Je dirais que moi, La deuxième, moi je suis plus dans ton approche d'avoir des contenus un peu longs, un peu sympas, qui ont une chance, voilà, de ranker et de générer des partages. Je connaissais pas ton astuce là, effectivement d'avoir des contenus moindre qualité qui, mais que tu dis, ils vont pousser un gros contenu. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Bah en fait, ça, tu fais ça avec ta sélection de mots-clés. Tu dis, bah voilà, il y a un mot-clé star, je sais pas, formation web marketing. Et donc, en fait, après, tu fais des petits contenus sur atelier web marketing ou formation marketing à Paris, blabla, enfin, le truc un petit peu classique. Qui vont des pousser. Choses où il y a peu de concurrence et un mini contenu peut relativement bien ranker. Ouais. Alors je vais essayer de synthétiser avec toi toutes les choses qui sont super intéressantes que tu as déjà dites, mais finalement, toi, ta stratégie de trafic, donc quand même 10 000 par jour, ça fait quand même 300 000 par mois avec voilà, des hauts et des bas. Ouais, là en fait, je pense que je vais avoir... allez, je me donne en fait 3 mois pour reprendre... allez, la moitié que j'ai perdue. Là, je suis en progression d'à peu près 5-10% par mois par rapport à ce que j'avais perdu. Donc, tu vois, j'ai perdu facilement 25% de trafic. Facile, peut-être 30 même. Ouais, après, on est aussi en septembre, octobre, là, et bah, t'as le poids de août, quoi, où il n'y a personne qui... Non, mais je compare en réel. Hein, je compare N-1, toujours. Je fais vraiment des vraies stats. Et bon, de toute façon, en fait, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certes, j'ai baissé de trafic, mais en attendant de pouvoir, parce que c'est comme moi, le référencement, il va pas cartonner comme ça du jour au lendemain. Donc en fait, en même temps, j'ai travaillé beaucoup la conversion. C'était vraiment mon focus depuis quasiment. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop non plus fait trop attention à la baisse de trafic, c'est que j'ai travaillé énormément sur la conversion. Et en fait, avec un trafic qui fait à peu près 25 à 30% en moins, je fais le même nombre de leads, même nombre de chiffres d'affaires. Parce que j'ai travaillé la conversion à mort. Et t'es sûr, ok. Du coup, toi, ta stratégie de contenu, comment tu la synthétiserais de manière, voilà, de manière synthétique pour ceux qui veulent comprendre ce que tu fais? Alors c'est simple, j'écris à peu près un article par semaine, pas plus. Et à chaque fois, c'est un article de super qualité. C'est minimum 2000 mots, minimum. Et à chaque fois, je me dis, quand j'ai fini l'article, waouh, même moi j'ai appris quelque chose. Si on n'est pas capable de se dire, waouh, même moi j'ai appris un truc, c'est que son article n'est pas suffisamment qualitatif. Donc c'est vraiment un truc simple, hein. Tu dis, waouh, j'aurais lu cet article-là, je serais un lecteur, je me dirais, ouais, j'ai appris quelque chose. Voilà. Donc ça c'est simple. Après en fait, je fais toujours en fait du pushing multi-canal. Parce qu'en fait, le blogging, il faut être très réaliste, c'est une tendance qui va baisser.
puisqu'en fait, de moins en moins de personnes vont utiliser Google comme moteur de recherche et le texte. Les gens me disent clairement, ton blog est super, tu fais des super dossiers, mais c'est chiant, c'est super long ce que tu écris. Mais je leur dis, mais de toute façon, si tu veux être bien référencé dans Google, tu es obligé de faire des trucs super longs déjà. Si tu veux être considéré comme une référence, tu dois faire des trucs super longs. Si tu veux apporter de la vraie valeur, tu fais des trucs super longs. Donc, tu n'as pas le choix de faire des trucs super longs. Mais il faut être clair, les gens n'aimeront pas le contenu long. Donc, en fait, il faut essayer de faire aussi du contenu qui soit plus facile. Et donc, c'est pour ça que depuis, on va dire, 5 ans, je fais un gros effort pour être en multicanal. Et il y a quelques années, j'ai fait un gros effort sur Facebook parce qu'à l'époque, c'était assez facile et tu pouvais faire des choses assez simples. Donc, j'ai commencé à faire pas mal d'images, de vidéos et tout ça. Et en fait, maintenant, je fais comme beaucoup plus un focus sur LinkedIn parce que c'est B2B. Et en fait, l'intérêt de LinkedIn, c'est que vraiment, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'avoir un bon trafic sans faire de gros efforts. Alors que sur Facebook, il y a vraiment beaucoup de concurrence, beaucoup de monde. Et LinkedIn est quand même beaucoup plus ouvert. Donc moi j'invite toutes les personnes qui sont en B2B à vraiment privilégier LinkedIn. Donc après aussi, j'ai utilisé de nouveaux formats. En fait, toi j'utilise beaucoup en fait la sous-traitance. Enfin beaucoup. J'utilise pas mal la sous-traitance. Et donc, à un moment donné, comme je voulais produire du contenu et que j'avais pas le temps, toi, je prenais mon téléphone et le matin, en allant au boulot, je dictais en fait, ben voilà, un article sur tel truc, tel truc, tel truc, et je l'envoyais en offshore à transcrire par mon assistante. Et donc, en fait, mine de rien, j'ai dû faire 500 podcasts en quelques années. Et je suis devenu, en fait, j'ai quand même pas mal de trafic sur mes podcasts. Je pense que j'ai 500 lectures, je crois, par podcast ou un truc comme ça, ce qui est pas mal. Et même plus que mes vidéos YouTube, tu vois, et parce qu'encore une fois la concurrence est beaucoup moins forte, et ce qui est bien sur le podcast c'est que l'attention est vraiment importante. Et donc comme je disais, je pense vraiment multicanal. Pour mes bons articles, souvent ce que je fais, enfin, sauf quand je fais de la vidéo, de l'interview, des choses comme ça, j'essaie de produire au moins une fois par semaine un podcast ou une vidéo, c'est vraiment mon rythme minimum. Et donc, plutôt que de refaire du contenu différent, sauf quand, par exemple, cette vidéo, c'est un contenu différent qui peut être transformé en article ou vice-versa. Mais en tout cas, quand j'ai un article de blog, souvent, en fait, après, je me mets devant mon PC et je le dicte. Je le dicte à l'écran en screencast, comme on le fait là maintenant. Et je le mets sur YouTube, je le mets sur SoundCloud, je le mets sur iTunes, je le mets sur Facebook, je le mets sur Twitter, je le mets sur LinkedIn. Et ça me permet après d'avoir un contenu qui soit multicanal. Je fais une fois l'effort et après il est rebasculé partout. Effectivement, toi, tu es vraiment spécialisé dans comment on appelle ça, dans la repurposing, comme on dit en français, réutilisation. La recomposition des contenus. Tu as tes contenus écrits, tu en fais des vidéos, tu en fais des contenus visuels, tu en fais des contenus diaporamas, etc. pour être présent partout. Alors, pas encore à ce point-là, mais c'est vrai que c'est ce que font les Américains. Moi, je m'arrête en fait à la vidéo, à l'audio et au texte. Mais tous les Américains maintenant qui veulent avoir du succès, en particulier sur Pinterest, parce que c'est très visuel, et puis Instagram qui cartonne beaucoup aux States et chez les ados. En fait, tous ces gens-là en fait utilisent beaucoup des assistants qui vont en fait reprendre tes meilleurs extraits, qui vont te faire à partir d'un extrait une image, une citation, un bidule. Et c'est vrai que c'est assez puissant. C'est un de mes objectifs pour l'année à venir. Mais en fait c'est beaucoup. Enfin, tu peux pas tout gérer en même temps. Voilà. Tu peux pas tout faire. Et puis tout n'est pas efficace au même niveau. Du coup, à un moment, il faut choisir aussi ce qu'on privilégie en priorité. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai pris une assistante virtuelle depuis déjà au moins 3-4 ans. En fait, j'ai une personne, Amada, qui m'aide, grosso modo, ça coûte entre 300 et 500 euros par mois. Et en fait, elle est là pour répondre au chat, elle est là pour faire un peu de transcription, elle est là pour faire un peu de travaux de saisie, elle est là pour faire un peu tout ça, quoi. Du coup, je vais un petit peu synthétiser ce que tu as dit. Donc, stratégie. C'est essentiellement une stratégie de contenu. Ta stratégie de contenu, si j'ai bien compris, c'est un gros article de qualité par semaine, plus reproposition de ton contenu phare en différents formats, vidéo, images, etc. Les réseaux sociaux, tu m'as dit, c'est essentiellement, tu étais partout ou tu es essentiellement LinkedIn maintenant ? Partout. Non, partout. En fait, tu peux pas te permettre de choisir juste un réseau et de laisser tomber les autres. Tu es obligé d'être présent sur tous les réseaux. Ok. Et tu as parlé d'un petit outil qui s'appelle LinkedIn Helper. Ouais.
En fait, c'est un outil qui est vraiment pratique, hein, qui permet d'aller ajouter automatiquement des gens sur un profil. Tu cherches directeur commercial Paris et il va te les ajouter avec un petit message de bienvenue. Tu peux après même faire un petit message de signature en disant ouais tiens salut, merci d'avoir accepté mon invitation. Tiens, comment ça va toi? Enfin, j'ai un message qui est simple pour te synthétiser. Pour faire une bonne prise de contact sur LinkedIn, il faut s'intéresser aux gens. Et il faut être intéressant. Donc mon premier message qui est envoyé par LinkedIn Helper dit bonjour Toto, je suis passionné par tel sujet et j'ai vu que vous étiez aussi dans cette thématique-là. Moi, ça me ferait plaisir, enfin, je serais content qu'on soit en contact ensemble. Alors, la fin, c'est pas exactement ça, mais grosso modo, c'est ça. Ensuite, il n'y a pas de promo, il n'y a rien du tout. Deuxième message, c'est un message en fait qui dit bah voilà, quelles sont vos dernières actualités. Enfin, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est super sympa avec personnalisation du prénom. Et bah voilà, quelles sont vos actualités. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Après, derrière, je dis bah voilà, mes actualités à moi, c'est mon bouquin, un web séminaire ou un truc comme ça. Et bim, après, je convertis en fait la personne en prospect. Alors, je vais pas jusqu'à la phase de certaines personnes qui vont encore relancer avec plusieurs messages. Personnellement, je m'arrête à un message, mais c'est juste une question de temps et de déontologie. Mais j'utilise aussi cet outil et c'est vrai que c'est sympa. Surtout les gens qui ont liké ton post, par exemple, tu peux leur proposer de manière automatisée et puis ça a l'air humain et du coup ça fait gagner quand même un temps fou. Ouais. Ok, donc tu es un peu sur tout. Et ensuite, sur toutes les Alors ça, c'est plateformes, à titre perso, hein. En stratégie web, quand tu es une entreprise, je commence toujours plutôt par un audit du site pour savoir en fait quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés, les articles qui cartonnent, les articles qui sont invisibles. Ensuite, je fais un audit des contenus pour savoir ce que je peux réutiliser. Ensuite, je sélectionne des mots-clés par rapport aux concurrents, etc. Et donc, il y a une stratégie de contenu qui se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, avec ça, tu arrives à nourrir ton blog avec des petits articles pas terribles. Comme je le disais, c'est les fameux articles de 500, 250 mots, grosso modo, mais qui viennent en fait après nourrir tes gros articles de qualité. Et généralement, toi, je les mets sous le tapis. Alors, quand je dis sous le tapis, c'est-à-dire que tu les mets à une date intérieure à la date du jour et tu les fais tweeter par un compte secondaire, ni vu ni connu, Google comme celle de référence, et puis bon, voilà. Donc, ok, je vois le truc et je le fais aussi. Hein. Ouais. Enfin, discrètement, bien sûr. Alors après, un autre point que je voulais voir avec toi, tu m'as répondu par email, mais c'était intéressant. Comment tu utilises, toi, la publicité dans ton système global? Et puis après, on va voir comment, effectivement, tu fais des ventes à partir de cette audience que tu as su créer. Ouais. Alors en fait, moi je suis vraiment différent de tous les clients que tu peux avoir ou tous les gens qui peuvent nous écouter, puisqu'en fait, comme mon blog est assez ancien, il a un trafic naturel. Donc en fait, moi, mon intérêt d'aller payer pour de la publicité, il est pas intéressant. J'ai beaucoup plus intérêt à aller convertir mon audience, essayer de convertir les visiteurs, les prospects en clients et faire de l'upsell, que d'aller faire de la pub Facebook. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai pas besoin d'acquérir des gens, ils sont déjà là. C'est intéressant quand tu débutes et que tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de clients, tu n'as rien du tout, et ben forcément, si tu attends sur le référencement naturel, tu vas attendre 3 mois, 6 mois avant que ça cartonne un peu. Bon, tu peux faire des techniques de génération de trafic, mais tu vas attendre. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'avec Facebook, tu peux aller toucher de l'audience. Alors ça devient compliqué maintenant d'aller générer vraiment du prospect ciblé, des after shows, mais ça reste encore possible pour débuter en tout cas. Moi, en fait, dans mon cas de figure, c'est plutôt pour aller essayer encore une fois d'améliorer la conversion. Et puisque en particulier, tu vois, lorsque les gens ils visitent une page de vente et qu'ils n'achètent pas, et ben en fait tout simplement je les relance avec du pixel de retargeting Facebook. Et ça c'est pas mal parce que ça te permet en fait d'être à nouveau en fait dans la mémoire des gens, parce que les gens ils disent ah ouais c'est intéressant, et puis finalement et ça reste un petit peu ça reste un peu un vœu pieux, mais bon ils repoussent, et puis quand ils te voient sur Facebook ils disent ah ouais c'est vrai je devais commander le truc, et c'est vrai que ça aide pas mal. Mais moi mon gros effort tu fais partie de leur quotidien. Ouais. Et pour pas trop cher, tu arrives à être tous les jours dans leur univers, quoi. Ouais, mais mon gros effort vraiment il se porte sur la conversion, et c'est pour ça en fait que le gros hacking aussi m'intéressait beaucoup, parce que le gros hacking il y a énormément de focus sur la conversion plus que sur l'acquisition. Enfin il y a l'acquisition aussi, mais bon c'est gros focus sur la conversion, et c'est vraiment mon focus. Par exemple tu vois là j'ai changé de solution
de paiement pas plus tard que hier soir, avant-hier Ouais. soir, hier soir ou avant-hier soir. Et donc en fait, je suis passé sur Cuneo maintenant, qui est une petite solution de paiement. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est francophone, c'est pas trop cher. Et en fait, ils avaient une fonctionnalité que j'avais vue sur des plugins, qui est l'offre bump par exemple. Tu sais, tu es sur un site internet et puis ils disent pour cocher cette case pour 3 euros de plus, tu as le bonus. Et c'est vrai que ce truc-là, je l'ai mis en place et ça a fait quelques ventes déjà. Donc, tu vois, quand tu arrives à faire 50% de plus de chiffre d'affaires avec juste une petite case, c'est pas mal. Alors, si t'as pas, comment dire, si t'as déjà une solution de paiement, tu peux déjà utiliser aussi des solutions comme Samcart ou Thrivecart qui permettent en fait de faire la même chose. Ils te rajoutent des petites offres comme ça. Je suis en train de travailler également les tunnels parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai travaillé pas mal les landing pages. En fait, j'ai sorti une formation landing page où j'ai vraiment essayé de faire des tests moi-même et ensuite montrer voilà comment je fais, voilà les résultats, etc. Et donc, en fait, je me suis pas mal penché là-dessus, sur la conversion. Par exemple, si tu vas regarder sur ma page bloguer comme un pro, et ben en fait, il y a un petit compte à rebours qui dit attention, cette promotion s'arrêtera dans 6 jours. Et bien sûr, ce compteur se décrémente. Si tu reviens sur la page, il sera décrémenté. Mais en fait, c'est un compteur qui s'affiche à chaque fois pour tous les nouveaux visiteurs. Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça, travailler un petit peu la persuasion, sur les offres, sur les boutons, sur les témoignages. Donc ça, c'était un gros effort. Et là, je travaille un peu sur les boutons de paiement. Et après, donc, je vais retravailler encore sur les upsells derrière, parce que pour l'instant, je suis pas très bon. Je fais surtout de l'upsell en fait à partir d'emails. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à dire, bon, tu as acheté un produit, derrière, tu fais un thank you message. Ou alors sur mon blog, quand tu télécharges en fait un e-book gratuit, derrière tu as un questionnaire pour essayer de qualifier tes besoins, détecter les prospects et essayer de vendre. Et là en fait ce que je vais mettre en place dans pas longtemps, c'est directement faire un upsell derrière. C'est-à-dire que tu as téléchargé un bouquin gratos, je te propose mon premier bouquin à 7 euros. Tu as téléchargé le bouquin à 7 euros, je te propose derrière en offre bump pour 7 euros de plus ou 10 euros de plus une petite formation vidéo. Et juste derrière, tu as une proposition d'abonnement à un produit avec un code de réduc qui est valable qu'une seule fois. Donc c'est Sur ton site, concrètement, tu vends quoi? J'ai cru comprendre que tu faisais pas de conseils. ouais, non, j'ai pas le temps en fait, c'est simple. T'as pas le temps. Et du coup, quelle est la panoplie d'offres que tu vends? Alors, en fait, c'est simple. Moi, comme toi, hein, comme tu as du trafic, je sais pas si tu le fais, moi je mets pas mal de publicité AdSense, donc ça rapporte quand même à un peu plus de 1000 euros tous les mois, donc c'est quand même assez intéressant et tu peux pas, surtout c'est des revenus qui sont vraiment stables, qui sont Ouais, c'est ça. toujours à peu près identiques, donc voilà, c'est dommage de se priver de ce revenu-là. Et en complément de cela, donc je fais je vends tout ce qui est e-book, formation vidéo, etc. Et je me suis mis il y a 3 ans de ça à la formule à abonnement. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que tu peux comme ça en fait générer des revenus récurrents. Alors moi j'ai une philosophie assez particulière, c'est-à-dire que je me dis j'essaye de faire des prix raisonnables parce qu'en fait il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas les moyens et qui veulent se former. Donc j'ai des prix qui sont très bas. J'ai à peu près un prix qui est je pense d'un quart du marché. Et donc en fait c'est des petits montants et donc voilà je fais des petits trucs. Je vais pas vendre des formations à 1000 euros, à 500 euros, etc. Je pense qu'il faut que ça soit accessible. Mais Quand tu malheureusement, fais du quand tu fais du récurrent, par exemple, les gens à peu près restent combien de temps? alors tu as deux typologies de personnes. Tu as les gens en fait qui sont plutôt entre guillemets touristes et ils viennent, ils se désabonnent au bout d'un mois, 2 mois. Après, tu as les gens en fait qui sont les débordés, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le produit mais ils se rendent compte au bout de 6 mois, 9 mois que ils n'ont toujours pas utilisé le produit. Voilà. Après, ça aussi, c'est un onboarding process, c'est un travail à faire de mon côté. Je ne l'ai pas encore bien fait sur plein de produits. Donc, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas la piche nette qui les fait continuer. Et après, tu as les gens qui resteront tout le temps abonnés, qui regardent ou qui regardent pas les vidéos. En fait, pour eux, c'est débité. Puis voilà. Donc, en fait, T'as les gens là que je reconnais, c'est aussi les gens qui se sont rassurés en achetant un truc, en disant c'est bon, je l'ai. Et puis tu les revois plus sur la plateforme, mais ils sont là quoi. Ils sont contents, ils l'ont. ouais, et C'est puis vrai des que fois, ils reviennent 1 an ou 2 ans plus tard en disant tiens, j'ai perdu mes logins mot de passe. Est-ce que ça marche? Mais donc, voilà. Si tu veux c'est une c'est leur répartition. galère. Une répartition comme les touristes,
Moi, j'en ai encore beaucoup, il faut que je fasse un effort là-dessus. Mais les touristes, je pense que ça doit faire aller un bon quart, un bon tiers des leads. Et après, tu as encore un bon tiers, 40%, 50% qui reste un peu de temps. Et après, tu as, on va dire, un petit tiers ou 25% qui reste en fait longtemps. Mais c'est pas forcément des bonnes stats, hein, j'en suis conscient. Mais comme je disais aussi, je fais pas, mes prix sont pas chers. Et bon, je n'ai pas non plus un contenu de malade pour ça, quoi. Je vais pas faire 50 heures de formation par semaine. Ils ont 2 heures de formation, ça suffit largement. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. À 25 balles par mois, tu peux pas non plus demander la lune, quoi. Donc de tes contenus jusqu'à la vente, est-ce que tu peux me faire le parcours parfait utilisateur en gros ton tunnel de vente, ton système qui fait que voilà, de la première connexion du premier point de contact avec toi jusqu'à la vente, bah voilà, tu génères quelque chose. Comment ça se passe les différentes Alors, étapes que tu je suis en train de travailler justement ce tunnel-là, c'est un peu en cours de changement. Alors, je vais te dire un petit peu le tunnel que je fais, le tunnel vers lequel je vais aller. Alors, le premier truc, la première prise de contact, c'est aller sur le site. Aller sur le site, en fait, tu as déjà les pubs qui sont sur la gauche, la droite, dans les articles, etc., qui proposent souvent un contenu gratuit, un livre blanc, un e-book, une checklist, etc., etc. Mais j'essaye aussi de faire direct des ventes et ça marche un peu, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, mais proposer directement tes produits à la vente, ça permet tout de suite d'aller à l'essentiel. Par exemple, dans le menu ou directement dans les articles concernés. Donc on va dire que allez, 90%, 95%, voire même 97% des gens en fait passent pas par l'achat direct, même plus, ouais, je pense que c'est 99% qui téléchargent un bouquin. Et donc en fait un bouquin, ouais, un guide PDF, etc. Et donc en fait ils arrivent après sur un système d'autorépondeur. Alors il y a un minimum de 7 messages, c'est vraiment le minimum. Souvent en fait j'alterne en fait messages gratuits payants ou alors ce sont des séries totalement gratuites pour ensuite vendre du payant. Par exemple, j'ai un challenge qui s'appelle 30 jours pour générer du trafic via les médias sociaux. En fait, tu as 7 jours gratuits et tu as 7 tous les jours, enfin tous les 2 jours, tu as une petite action à effectuer, tu as une vidéo qui fait 15-20 minutes que tu regardes. Et en fait, derrière, après, tu passes en mode achat. Alors, j'étais un peu déçu par ce tunnel-là. Je m'attendais à des résultats vraiment beaucoup plus intéressants et en fait je suis en taux de conversion largement inférieur à 1%, ce qui est assez pourrave. Donc en fait il faut que je travaille quelque chose là-dessus. C'est peut-être une question de délivrabilité des emails ou les mauvais emails, enfin pas les bons contenus qui sont publiés. Enfin voilà. Donc peut-être aussi, là je vais faire un peu le parallèle avec d'autres gens qui pourraient écouter, qui sont pas des vendeurs de formation et de produits en ligne, mais parfois ce qui peut bloquer quand tu vends des choses de plus de valeur, qui vont dépasser les centaines ou milliers d'euros, c'est qu'il faut plus de points de contact et peut-être que voilà, 7 jours c'est un peu court pour prendre une décision, non, je sais pas. Alors oui, alors ça ils sont sur ce cycle d'autorépondeur, hein. Donc ils ont ces 7 jours, enfin 7 jours, 14 jours, puisque c'est un tous les 2 jours. Et après, ils ont une petite relance derrière avec une promo, un machin, un bidule. Mais bon, je pense que ce tunnel-là est pas génial. Et puis en plus, comme c'est un petit produit, en fait, pour les gros produits, je fais une belle page de vente. Pour les petits produits, je fais une page de vente un peu avec une vidéo, quelques textes, des argumentaires simples. Parce que bah, tu sais, quand tu vends un produit à 7, 25 ou 50 balles, tu peux pas faire un truc trop dément. Même si je sais que j'ai tort en me disant ce que j'essaye de faire, c'est faire une montée en gamme avec un petit produit à 7 euros et puis les faire grimper. Mais voilà. Bon, mais en tout cas, ça c'est le cas. Voilà, tu as un produit, tu fais le contenu gratuit, puis après j'essaye de pousser vers mon abonnement et en offre de repli vers l'achat one time. Parce que le one time est quand même moins intéressant. T'as moins de rentabilité avec du one time qu'avec du Donc récurrent. un petit produit d'appel pas trop cher qui résout un petit problème. Derrière, tu les pousses vers ton produit récurrent qui est plus intéressant pour toi. Et si vraiment ça va pas, un petit one time en plus pour augmenter la durée de vie client, la valeur vie client, pardon. Ouais, ça c'est le schéma de l'offre où je fais découvrir un truc. Après l'autre schéma qui est le plus générique, c'est tout simplement en fait tu arrives avec un bouquin gratuit, tu as un ou deux messages maxi et après derrière paf tu as un email qui dit vite s'il vous plaît ouvrez cet email.
Et c'est vrai que ce taux d'ouverture est assez sympa. Et donc, en fait, les gens, ils l'ouvrent. Bah, forcément, je leur ai demandé. Et là, c'est le petit produit à 7 euros. Et j'essaye de mettre un peu d'émotion. Alors, le problème, c'est que parfois, les gens m'ont mis, comment dire, m'ont reproché de mettre trop d'émotion. Parce que je disais, ouais, attention, si vous faites pas ça, vous allez vous retrouver dans la merde. Enfin, je caricature, hein. Et les gens disaient, mais tu fais peur, machin, et tout ça. Donc, j'ai revu un peu mon discours. Qui était trop anxiogène et donc en fait mais bon quelque part c'est l'émotion qui les fait réagir, mais en tout cas voilà j'ai donc ce premier petit produit. Ensuite après s'ils commandent pas bah, ils ont encore deux trois conseils et puis après bam ils ont un produit donc récurrent. Ensuite bah, ils ont un produit encore plus cher et voilà c'est en fait il y a vraiment une montée en gamme comme ça. Et surtout en fait je ne les laisse jamais tranquilles, c'est à dire qu'en fait à chaque fois que j'ai un nouvel article qui est intéressant, je le rajoute en fait dans le cycle d'autorépondeur. Quand c'est un article intéressant, quand c'est un article pas intéressant, je ne le mets pas. Puis surtout en fait pendant quasiment, ouais, je veux dire pas 7-8 ans, j'ai utilisé en fait Aweber qui était une solution historique d'autorépondeur. Mais en fait cette solution-là, faute de temps, j'utilisais mal et puis le produit a pas eu beaucoup d'évolution. Donc je suis passé sur GetResponse il y a déjà un an et demi ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ce produit-là est beaucoup plus simple parce que je peux. Enfin, il est plus complexe, mais il est beaucoup plus puissant parce que je peux créer différentes listes avec différents autorépondeurs, avec des trucs plus sympas comme par exemple l'opt-in direct, avec du speed testing, de l'A/B testing en fait d'email. Donc en fait, j'ai quand même pas mal amélioré cette conversion-là. C'est vrai que Weber, maintenant c'est vraiment dépassé, Ouais. ne serait-ce que pour l'email de validation là, en double opt-in et qui était intraduisible, enfin en tout Ouais. cas à l'époque, ça c'était insupportable, on C'est perd toujours le la cas. moitié de ses leads, quoi. Comment? C'est C'est toujours toujours le ça. cas. Ouais. Et puis le passage de liste en liste aussi, où je me souviens qu'il fallait des outils en plus pour passer, enfin bon, c'était très très complexe. Moi j'utilise ActiveCampaign, toi tu Mhm. utilises GetResponse, t'en es content de GetResponse? Alors, GetResponse, il est pas mal. Il y a comme quelques reproches que je ferais au niveau ergonomique dans la gestion des listes. Ils sont pas très bien. Weber était pas mal là-dessus parce que tu pouvais glisser, déposer des messages, tu pouvais choisir des dates 5 jours après l'autre, etc. Là, GetResponse fait un ancrage à partir de la date 0 et tu rajoutes des jours. Je trouve que c'est pas pratique. Le support technique d'Aweber était quand même simple et réactif. Celui de GetResponse, c'est quand même beaucoup moins qualitatif. C'est pas forcément des experts et des fois tu es obligé de réexpliquer ton problème. Donc ça m'a un petit peu déçu. Et la formule de GetResponse qui m'a ennuyé, c'est en fait que il y avait une formule de palier. Donc moi c'est super. Palier ça me convient très bien avec du multiliste, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'ils ont un palier à je crois à 5000, 25 000, 50 000 et après bam tu passes à 100 000 direct. Et moi justement j'ai à peu près allez, 40-50 000 sur Aweber encore et j'arrive à 50 000 sur GetResponse, donc là je vais devoir tout rebalancer, mais je vais devoir repasser encore un abonnement à je sais pas 500-600 euros ou quelque chose Ah, comme ça t'as par mois. divisé tes listes en deux outils pour pas payer les Bah coûts. ouais. Mais encore, et encore, j'ai un troisième outil en fait pour comment dire, mes abonnés peu réactifs et les abonnés un petit peu hors cible. J'ai aussi une troisième liste en fait que je sollicite rarement, mais à qui j'envoie en fait avec des outils low cost qui sont beaucoup moins chers que ceux-là parce qu'en fait c'est l'autorépondeur, ça coûte finalement assez cher. Là, je pense que j'ai des factures de ouais, 700 euros par mois d'autorépondeur, donc c'est des montants assez importants. Ouais, ça va vite. Mais bon, après, c'est vrai que vu les retombées aussi, c'est indispensable. Ah bah oui, Et du coup, si tu veux pas un airtering, la, ça sert à rien. la fin de ton tunnel et surtout, donc comment tu finalises la vente, donc j'ai bien compris, c'était entièrement en ligne, mais Hum. tu as mis 100% emailing et chat sous-traité, donc c'est cette assistante qui te fait le chat Ouais. et tu les diriges vers une page de paiement, c'est ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le chat, en fait, pour moi, je l'utilise de plusieurs manières. Pour moi, en fait, il est indispensable de mettre le chat sur une page de vente, même si c'est un chat offline. Mon assistante, elle est jamais online, elle est toujours offline. C'est-à-dire qu'en fait, les gens posent un message vers le chat et ensuite ça envoie un message, un email auquel moi je réponds si c'est une réponse complexe ou si c'est mon assistante qui répond dans la journée. Elle fait 3 fois par jour et on envoie la réponse au prospect. Donc ce qui permet après de rattraper les gens qui disent tiens, est-ce que vous faites du paiement 3 fois? Est-ce que vous êtes des remises étudiantes? Est-ce que ceci, cela? Donc je lui ai fait une page
150 questions FAQ, je pense, ou peut-être pas 150, allez, 100 questions FAQ auxquelles il est capable de répondre. Donc ça c'est le chat en fait qui est sur les pages de vente. Et après sur mon site internet aussi j'avais besoin d'humaniser. J'avais besoin d'humaniser la relation et comme j'ai beaucoup de trafic, je ne pouvais pas répondre individuellement aux gens. Et donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai encore une fois ce fameux chat offline. C'est-à-dire qu'en fait bam il s'ouvre automatiquement à chaque visite. Et en fait les gens peuvent laisser un message, ça envoie sous forme d'email et c'est encore envoyé à mon assistante qui utilise la FAQ pour répondre. Et ça, c'est pas mal parce que les gens, ils mettent plus de commentaires, ils mettent plus d'emails. Par contre, ils veulent vachement discuter en chat. Et donc ça, c'est moi, dès que je suis dans une boîte, je mets tout de suite un chat. Ok, super. Et du coup, bah, on va terminer avec deux, trois questions qui m'intéressent aussi. C'est voilà, aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier par rapport à ce que tu as fait depuis 10 ans de blogging et de vente sur Internet? Alors, le truc, en fait, c'est que c'est le blogging ou comme l'entrepreneuriat, en fait, tu as vraiment des hauts et des bas. Quand tu réussis un truc, c'est super, mais des fois, quand tu es emmerdé avec un hacker qui te fout en l'air ton serveur et tout ça, tu dis putain, je vais passer encore jusqu'à 1h du matin à débloquer le truc. Parfois, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Donc, bon, ce qui rend le plus fier, moi, c'est quand des gens te disent ouais, j'adore ton podcast, j'adore tes trucs, c'est grâce à toi que je me suis lancé, blablabla. Ça, c'est des trucs qui te rendent fier parce qu'en fait, tu dis waouh, j'ai vraiment aidé les gens et je les ai vraiment aidés dans leur business. Tu vois, hier, j'étais au salon de la micro-entreprise à Paris et j'ai fait une petite conférence sur le growth hacking. Et c'est vrai que les gens disent ouais, c'est une des meilleures conférences que j'ai vues dans la journée. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà. Et donc, c'est assez sympa de voir ça. Après, ce dont je dirais pas, c'est pas une fierté, mais c'est un bon truc pour aller plus loin dans le marketing, c'est d'avoir écrit un bouquin. Ça m'a pris du temps, comme je te disais, ça m'a bouffé en fait du trafic, ça m'a vraiment, ça a eu un impact en fait sur mon business. Même si le bouquin en fait j'ai écrit très rapidement, mais après derrière j'ai passé beaucoup de temps à en faire la promo, à répondre à des interviews, à écrire des articles, à faire ceci cela, parce que j'avais fait en fait un plan market, un plan promo. Mais assez bizarrement, tu vois, j'ai eu pas mal d'articles, pas mal de trucs, mais malgré ça, mon trafic n'a pas remonté comme une flèche, comme il aurait dû l'être. Enfin bref. Donc ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est mon bouquin, parce qu'en fait, ça m'a permis de gagner une crédibilité, gagner des interviews, gagner en visibilité, et entre guillemets, ça m'a aussi reboosté personnellement. Parce que tu vois, au bout d'un moment, j'écrivais un petit peu sur les mêmes trucs, etc. Et le fait en fait de t'obliger à écrire un bouquin, t'oblige à être un hyper spécialiste dans un domaine et m'a obligé en fait à reprendre un petit peu, me remettre un petit peu en cause. Et maintenant en fait, comme j'ai mis il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ma formation continue au web marketing, ça m'oblige automatiquement à trouver tous les mois des nouveaux sujets. Et donc là, c'est un petit peu comme je disais, c'est un des meilleurs moyens d'avancer, c'est d'avoir quelque chose qui te pousse au cul. Et cette mini formation où je dis oh putain, tous les mois en fait je dois leur trouver un défi à faire qui est plutôt un défi de développement personnel. Alors je me dis merde, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner ce mois-ci? Et je cherche et en même temps je dis bon alors qu'est-ce que je vais pouvoir leur parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir tester? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui marche bien? Quel outil je peux présenter? Et en fait ça t'oblige à te creuser le cerveau et donc ça aussi j'aime bien. Après faut dire que voilà, malheureusement tout ce qui est formation vidéo, tout ce qui est bouquin, moi je trouve que c'est assez déceptif. Alors toi tu passes du temps à écrire un contenu, tu penses que c'est bien, mais en fait parfois les gens soit lisent pas, soit c'est pas adapté parce que en fait il y a Christian Mingret qui est vraiment bon là-dessus. Il connaît bien les techniques pour faire en sorte que les gens utilisent le produit. Donc tu travailles ton onboarding process, tu t'adresses aux gens en leur proposant un bonus qui va marcher tout de suite. Enfin bon, il y a un vrai travail à faire pour qu'une formation soit vraiment rentable et soit efficace pour les gens. Et moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que parfois, en fait, les gens, ils achètent un truc et puis finalement, ils l'utilisent pas, quoi. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne pédagogie, il n'y a pas un onboarding process, il n'y a pas un vrai passage client. Ok, bah génial. Moi, j'aimerais rajouter un truc, c'est que effectivement, le fait d'avoir fait ma formation en ligne, ça m'a énormément aussi re-questionné sur ce que je faisais, quoi. Et tu vois, c'est vraiment ce que tu dis sur le livre, c'est que tu crois maîtriser un sujet de A à Z, et le fait de devoir l'expliquer à d'autres, eh ben, ça te fait atteindre un autre niveau de compréhension de ce que tu fais toi-même, en fait. Bah ouais, parce que il y a pas longtemps, toi, j'animais quelques ateliers comme ça, puis des fois, on me posait des questions, et je me disais merde, putain, c'est vrai que c'est pas mon cas à moi, et que je l'avais jamais pensé. Et puis avec le bouquin, j'étais obligé de penser à plein de situations, plein de trucs. Et c'est vrai que maintenant, quand on me pose des questions, je dis bah oui, tiens, tu peux faire ça.
Et Ouais, c'est ça. sans le bouquin, je pense que je l'aurais pas fait. Et sans les formations vidéo non plus. Qu'est-ce que tu Mais juste une petite recommanderais? remarque en Oui, disant que si ceux qui nous écoutent se disent ah putain, moi je vais devoir faire une formation vidéo pour être bon. Non, tu as juste à tenir un blog. Puisqu'en fait, quand tu tiens un blog, tu es obligé d'écrire sur un sujet, tu es obligé de te documenter, etc. Donc, pas la peine d'écrire un bouquin papier, pas la peine de faire une formation. Tiens un blog, déjà tu vas te mettre à niveau, tu vas écrire sur un sujet et ça suffit largement. tu vas te faire repérer. Moi, ma compagne, elle a écrit un blog, elle a écrit un post sur son blog et elle s'est fait engager parce qu'il y a des contacts qui ont dit ah tu t'intéresses à ça et elle s'est fait embaucher dans la foulée. Top. Voilà, c'est hyper apprenant d'avoir un blog. Effectivement, d'une part ça te crée une visibilité et en plus c'est un parcours personnel qui est juste génial. Hum, 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 Voilà, hum. tu évolues énormément. Bah, c'est clair, moi, tu vois, le blog, il y a pas longtemps, on m'a encore proposé de racheter le mien, en plus à un prix complètement délirant. Mais Ouais, en fait, euh, sincèrement, c'est la première fois qu'on m'a proposé un prix élevé comme ça, et j'ai failli accepter. Et en fait, ah, c'est ma femme qui me dit, bah non, garde le blog parce que tu sais, tu sais pas ce dont sera fait l'avenir. Et avec le blog, en fait, finalement, tu vas pouvoir continuer pendant des années. Si après t'en as marre, tu laisseras le blog tourner un peu, tu feras un peu de consulting, tu vendras quelques petits trucs, et puis tu feras un rythme un peu plus tranquille que celui que je fais maintenant, quoi. Mais c'est à l'époque, tu sécurisé. vois, quand j'avais sorti Conseil Marketing, au début, je l'avais mis en fait en blog qui était totalement agencisé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me présentais pas moi. Conseil Marketing, c'était l'équipe, c'était voilà nous, voilà blablabla. Bla, 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 bla. Alors qu'il n'y avait que moi dans le truc. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens au début qui me disaient mais Conseil Marketing, c'est qui dans l'équipe, c'est qui les rédacteurs? Mais c'est moi les rédacteurs. Surtout, en fait, je faisais beaucoup de guest posting à un moment donné. Ouais. Mais maintenant, j'ai bien appris à comment faire des interviews de qualité et comment, en fait, justement, même quand j'ai un guest posting, généralement, je réécris, allez, un quart, voire la moitié du guest posting pour apporter de la valeur, alors qu'avant, je le faisais pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Faut se dire Je qu'il suis faut vraiment d'accord. apporter quelque chose d'intéressant. Mais bon, Déjà, ce que je déjà, disais la d'ailleurs. moitié des guest postings, faut le dire à ceux qui nous les proposent, ils sont mauvais. Oui, Si c'est pour placer un lien vers un casino ou faire les conseils de Twitter, un, tweeter, deux, soyez cohérent, trois, mettez des photos, bon, c'est pas très intéressant, mais par contre, quand effectivement il y a un super contenu, bah, ouais, moi aussi je mets ma patte dessus parce que on veut le pousser encore plus loin, quoi, tout simplement. Ouais, puis c'est gagnant-gagnant. Le mec, en fait, il est mieux valorisé. Puis toi, Bien tu as un sûr. contenu qui est top, quoi. Parce que, voilà. Mais le guest posting, j'en fais quand même de moins en moins. Parce que, en fait, je passe quasiment autant de temps à relire, réécrire, mettre en page un article qu'à l'écrire moi-même. Alors après, l'article, il est un peu différent de ce que je fais moi. Mais bon, voilà. Et là aussi, c'est un gros défaut que j'ai eu et que j'essaye de corriger. C'est qu'en fait, comme je connais pas mal de monde et puis pas mal de gens me disent tiens, est-ce que tu peux me faire une interview, un machin, un truc comme ça, j'ai eu tendance en fait à déborder de mathématiques. Par exemple, tu vois, j'ai travaillé dans l'e-commerce dans les années 2000 et c'est vrai que pendant toute une période, j'étais encore à bon niveau. Et puis en fait, malheureusement, tous les métiers sont devenus hyper spécialisés et le marketing B2B, B2C et l'e-commerce sont vraiment très différents. Et donc, moi j'ai dit maintenant stop, maintenant l'e-commerce c'est fini, qu'on me demande plus de prestat, que machin, etc. Et j'ai encore des gens qui disent ouais, est-ce que tu peux me faire une interview, est-ce que tu peux me faire un article sur mon machin? Je dis ben, des fois je dis allez, ok, d'accord, comme on est potes depuis longtemps, mais c'est pas bon parce que ça dilue en fait la puissance de mon message, la puissance de mon référencement. Et ça dilue aussi tes publicités retargeting Hmm, si tu n'exclus pas ces contenus qui sont thématique. hors spectre. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de me reconcentrer sur le marketing B2B, focus growth hacking, parce qu'en fait là c'est le growth hacking, toi c'était le bouquin que j'ai écrit, c'était aussi quelque part bon, ce que j'aimais bien, parce qu'ils ont mis le doigt exactement sur quelque chose que je faisais depuis de longtemps que j'appelais moi l'efficacité maximale, mais quelque part c'était aussi pour moi une opportunité d'aller en fait surfer sur une vague de growth hacking, parce que le growth hacking c'est vraiment un truc à la mode. Bon, certes il y a des trucs un petit peu sympas, mais c'est pas la révolution française dans le marketing. Si tu connaissais les bases, c'est juste en fait un peu de structure, une méthode, etc.
Et donc, c'est intéressant d'être, entre guillemets, la référence là-dessus. Grâce à ça, j'ai obtenu pas mal de visites. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de prendre en fait des tendances pour aussi se positionner dessus. Alors, je vais te poser deux dernières questions et ensuite, je pense qu'on va arrêter. Il y avait déjà beaucoup de matière aujourd'hui. Mhm. Je voudrais savoir si tu avais un prestataire de service. Je sais que toi, tu es plus dans la vente d'e-book et de formation, mais un prestataire de service, donc qui vendrait du service en B2B, genre un consultant, une agence, un cabinet, un coach, un formateur, qui voudrait, comme toi, créer une audience et la transformer en prospect et peut-être en vente. Mhm. Par quoi tu commencerais concrètement pour mettre en place ce type de stratégie? Alors en fait, si tu me dis, tiens, il y a un mec une PME, un machin qui me dit, tiens, je veux avoir des prospects sur Internet, ou il veut générer des prospects tout court. Alors Ouais. s'il veut aller sur Internet, je dirais, bah ok, qui sont tes clients déjà? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu choisis pas la bonne cible, enfin le bon carrefour d'audience, ça ne servira pas à grand chose. Par exemple, si tu fais du YouTube, c'est vrai que c'est pas mal. Le podcast, c'est pas mal parce que c'est hyper pointu. Mais moi, il y a pas longtemps, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ouais, je vais me lancer dans le podcast parce que je sais que ça marche. Il y a des gens qui cartonnent à mort. Je dis, oui, mais ok, mais le podcast ou Pinterest, c'est des micro-cibles. Tu vas en fait pas t'adresser à 100% du marché. Tu peux être un marché de niche, mais est-ce que tes clients sont vraiment là-dessus? Donc en fait, il faut faire attention à ça, à pas choisir un outil, mais vraiment identifier d'abord qui sont tes clients, quelles sont leurs problématiques, pourquoi ils achètent ton produit. Surtout ça, c'est valable pour les startups, pour les gens qui se lancent, qui savent pas en fait, qui ont des idées de produits, mais qui savent pas exactement qui est leur client, etc. Donc vérifier le client. Ensuite, savoir où il se trouve. Et une fois où il se trouve, tu vas pouvoir commencer à faire quelques campagnes. Comme je disais, quand tu débutes, Facebook Ads, ça peut être assez sympa. C'est pas super qualitatif, il faut faire très attention aux ROI. Même moi, tu vois, j'ai fait quelques campagnes. Des fois, j'ai gagné, des fois, je me suis ramassé. J'ai essayé de retargeter, par exemple, les campagnes enfin, les pages Facebook de mes concurrents. J'ai essayé de faire de la cible similaire. J'ai essayé de faire des trucs comme ça. Des fois, ça marche, mais des fois, j'ai pas gagné grand-chose. Donc voilà, je me dirais, où sont mes prospects? Par exemple, il y a plein de gens qui se disent, bon, AdWords, c'est vrai que c'est compliqué, surtout des thématiques un petit peu, comment dire, concurrentielles, mais ça peut être intéressant quand même d'être visible sur le moteur de recherche quand tu démarres ta nouvelle activité. Ou alors avoir des mots-clés qui sont hyper pointus. Donc la première chose, tu vois, je me dis où sont mes prospects. Ensuite, c'est créer ce que j'appelle moi un camp de base, c'est-à-dire un endroit à partir duquel tu vas pouvoir générer en fait tes actions. Alors typiquement, ça sera un site internet ou un blog qui te permettra en fait d'aller capturer les prospects et de dire bah ok ça y est, tu vas pouvoir tout simplement récupérer les coordonnées, envoyer des emails derrière, mettre en place un scénario de marketing automation. Je recommande un minimum de 7 messages qui dureront, pas les premiers, c'est tous les allez, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Puis après, tu en gardes un peu plus dans le temps et tu en rajoutes au fur et à mesure. Bien structurer comme ça son message, bien structurer les bonus et essayer de commencer à attirer du jus. Après, tu peux attirer du jus en faisant des stratégies comme ça, soit de publicité, soit tout simplement en travaillant sur du content marketing, c'est-à-dire par exemple des interviews, du guest posting ou des choses comme ça, et choisir tes mots-clés, faire ton fameux audit de contenu pour essayer de récupérer du texte que tu vas pouvoir mettre en place sur ton blog pour commencer un petit peu à ranker sur Google. Donc voilà, c'est un petit peu une méthode comme ça que je dirais. Que dire d'autre? Après, une fois que tu as commencé à faire ça, tu essaies d'optimiser ce que tu as fait là, avec l'optimisation de landing page, les offres et tout ça. Et après, tu ouvres de nouveaux canaux, comme je disais, pourquoi pas Pinterest, un podcast, etc. etc. Bon, Et bah, LinkedIn super. aussi, par exemple, tu vois, LinkedIn en B2B, si, c'est là en fait que tu sais que tu peux vraiment cartonner pour l'instant. Mais ça va pas durer longtemps parce que. Ça va pas durer. Et Ouais. déjà, c'est en train de chuter, je le remarque, parce que effectivement, les posts d'il y a 6-7 mois, ils cartonnaient pas mal sans trop d'efforts. Et maintenant, même des posts parfois top, t'en as un qui fait 4-5 000 vues, puis l'autre qui fait 600-700 vues, tu sais pas trop pourquoi. Mm. Donc, et c'était, comment il s'appelle le dirigeant de 1 minute 30 qui me disait que. Gabriel. Gabriel, voilà, qui disait que, parce que j'avais fait un post qui avait cartonné il y a 3 mois, et il me dit combien t'as fait de vues, et je sais plus, j'avais fait genre 30 ou 40 000, il me dit ah ouais, avec le nombre de likes, il y a un an, t'aurais fait, j'ai vu 100 000 quoi. Et effectivement, c'est un peu le
phénomène de tous les réseaux sociaux. C'est qu'à un moment, quand on y est tous, l'algo, il pondère tes résultats, quoi. Ouais. Alors pour LinkedIn, en fait, il y a encore un truc qui cartonne vraiment mieux, c'est la vidéo. Ouais, vraiment, c'est un énorme booster par rapport au texte, hein. Si je recommande à tout le monde, c'est faites de deux versions, une version texte et une version vidéo. Mais privilégiez la vidéo, moins de 10 minutes pour l'instant. C'est hyper plus efficace que faire un pavé de texte. Ou un lien vers, toi, un pavé, un petit résumé, puis un lien vers l'extérieur. Si tu mets une vidéo, tout de suite, tu vas bien plus ranker et avoir plus d'efficacité. Euh, Moi, j'ai fini mes questions. Je ne sais Mhm. pas si tu vas ajouter quelque chose ou si on est bien. Je pense Oh que non, bah si tu as des questions à toi, c'est avec plaisir que je répondrai. Mais autrement, si on a fini, moi, on a fini. j'ai tout ce qu'il me fallait et je te remercie pour ton intervention. C'était hyper riche. Mhm. Merci d'être venu pour cette première édition finalement. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être dans le monde réel. Ouais. Bah si je passe à Bordeaux, je te passerai te faire un petit coucou. Tu viens au Chartron, on ira se boire un coup tous les deux. D'accord. Allez, bye bye. Allez, salut, ciao. Ciao. Alors, tac, je vais arrêter le truc. Ah bon, on est à 1 heure pile.